L'Académie diplomatique interstellaire de la station Meridian 7 était la plus haute institution éducative de la galaxie, ce qui veut dire qu'elle fonctionnait aussi efficacement qu'un comité qui avait lui-même été créé pour superviser d'autres comités. Perchée de façon précaire à la limite de 3 systèmes stellaires, la station abritait les cerveaux les plus brillants de 47 espèces distinctes, réunies par un objectif commun, maîtriser l'art de remplir des formulaires interdimensionnels en triple exemplaire. Les fondateurs de l'Académie espéraient que son corps étudiant varié favoriserait les échanges intellectuels, conduisant au développement de solutions diplomatiques futures. Les créatures cristallines zéphiriennes ont plutôt passé 6 mois à débattre des meilleures longueurs d'onde de lumière pour les salles d'études du collège qu'elles avaient construit. Alors que les aquarans aquatiques continuaient de périr dans le chaos atmosphérique qui s'ensuivit, les nébulans respirant du méthane persistaient à tenir toutes les conférences sous forme gazeuse. L'éducation a eu lieu cependant inexplicablement. La section C7 du vaste complexe académique était la salle de classe de gestion avancée des ressources. Un amphithéâtre artificiel construit par des créatures sensibles qui n'avaient manifestement jamais expérimenté l'idée révolutionnaire de la facilité. Des gigantesques cristallides en forme de rochers aux délicats éthéréens flottants qui aimaient planer précisément à 3 mètres au-dessus de toute surface solide. Les sièges adaptables de l'espace pouvaient tous les accueillir. La plupart des élèves avaient appris à ignorer le spectacle lumineux continu qui consistait en des flux de données en temps réel, provenant de 17 économies galactiques différentes à moins qu'ils n'apprécient les convulsions mineures. Au cœur de l'amphithéâtre se tenait le professeur Vexitara, un zéphirien dont la silhouette cristalline reflétait les lumières pulsantes en motifs prismatiques. Il dégageait une autorité nonchalante, digne de quelqu'un qui avait observé des élèves commettre toutes les erreurs imaginables au cours des 3 derniers millénaires. Les résonances harmoniques étaient un moyen de communication pour son espèce que les traducteurs mondiaux, les traducteurs faisaient sonner comme un xylophone et des carillons éoliens en train de se disputer. Ils avaient réussi à rassembler toutes les formes de vie intellectuelle capables de remplir une candidature sans la dévorer, et le corps étudiant montrait l'engagement de l'Académie envers la diversité. Les suspects habituels étaient sur la liste pour le semestre en cours. Ils sont obsédés par le déficit de 6 membres de Mantari. Les problèmes étaient abordés par les aquariens avec le même niveau de complexité qu'une équation de dynamique des fluides. Et les cristallides qui ont patiemment calculé des solutions à travers les époques géologiques. Ensuite, nous avons la personne. Alors qu'il s'affalait dans sa chaise adaptable standard, Marcus Chen prit l'expression de quelqu'un qui avait passé la majeure partie de 8 mois à rassurer tout le monde que oui, les gens étaient sensibles et que non, lancer des pierres sur les problèmes n'était pas la manière habituelle de les résoudre. Il avait maîtrisé l'art de la livraison impassible cependant, alors quand les autres méthodes échouaient, nous n'hésitions pas à recourir à l'utilisation de pierres comme armes. Le cours de gestion avancée des ressources semblait devoir enseigner aux étudiants comment répartir des ressources limitées entre des besoins apparemment infinis. Mais en réalité, la plupart du temps, l'accent était mis sur la création de modèles mathématiques complexes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'allocation des ressources dans le monde réel. La production de rapports qui résumaient des rapports précédents semblait constituer la majeure partie des applications pratiques qui seraient vraisemblablement rangées et ne seraient plus jamais consultées. Même si l'exécution ressemblait à voir quelqu'un faire une opération à travers un télescope, Marcus devait admettre que le fond théorique était bon. Un certain nombre de luminaires tremblaient sympathiquement en réponse à l'annonce du professeur Vex aujourd'hui qu'elle a faite de sa voix harmonieuse. Votre dernier test pratique va commencer. Un niveau d'excitation souvent observé lors des traitements de canal résonnait dans l'amphithéâtre à mesure que l'information se répandait.
Marcus pouvait presque sentir la nervosité monter chez ses étudiants alors qu'ils abordaient tous l'idée de l'évaluation avec leurs propres perspectives et modes de pensée distincts. Le conférencier persistait apparemment insensible à la peur qui rageait parmi les étudiants et avertissait qu'ils allaient faire face à un dilemme d'allocation des ressources. Vous êtes confrontés au défi de créer et d'exécuter un plan de distribution complet tout en faisant face à des limitations significatives. Quand elle a pointé l'écran principal des flux de données des graphiques et des diagrammes, ont surgi d'une manière qui aurait provoqué une migraine chez une personne moins résistante. Une panne dévastatrice de la chaîne d'approvisionnement est survenue dans la colonie fictive Nexus Prime qui abrite quelques 50 000 individus de 12 espèces différentes. Les éruptions solaires ont détruit leurs principaux dômes agricoles et leurs réserves alimentaires sont dangereusement basses. Alors que les pairs extraterrestres de Marcus continuaient à passer la visualisation des données, son cerveau humain commençait à comprendre la situation. Il avait découvert qu'un des avantages de l'intellect humain était qu'il ne bougeait pas tant qu'il n'avait pas tous les faits avant de se préoccuper des autres. Les fournitures que les navires de secours sont en mesure de fournir sont limitées, a poursuivi Vextara. Cependant, il n'y a pas assez de stock pour répondre aux exigences des méthodes de distribution établies. Vous avez 30 jours jusqu'à l'arrivée du prochain ravitaillement, vous devez donc trouver comment distribuer ces ressources pour que la colonie puisse survivre le plus longtemps possible. Une cacophonie de voix enthousiastes remplissait l'amphithéâtre, alors que des créatures qui considéraient l'optimisation mathématique comme une activité physique se lançaient dans ce qui passait pour une conversation. Les fréquences harmoniques familières du groupe d'études de Marcus commençaient à se rassembler à leur endroit habituel dans la salle. Le conférencier interrompit les bavardages et les harmonies pendant 1 seconde avant d'annoncer des équipes de 4. La composition des espèces qui se croisent est nécessaire. Après avoir passé 6 heures à planifier votre stratégie d'allocation, il est temps de la mettre en action, de lancer des simulations et d'obtenir des retours de vos camarades de classe. Le chaos sonore qu'est la formation des équipes a commencé immédiatement. Un réseau complexe de compromis de démentis et de partenariats stratégiques qui aurait semblé remarquablement organisé en comparaison avec une convention politique. Ayant appris à ses dépens qu'il était plus efficace d'être patient que désespéré lorsqu'il essayait de localiser des collègues qui ne le trouvaient pas drôle, Marcus resta assis. Chen Marcus. Catroy, une Mantari à 6 membres, était celle qui parlait. Elle pouvait maintenir un excellent contact visuel, prendre des notes, utiliser des ordinateurs, consommer des stimulants et gesticuler de manière expressive. Son peuple était né dans une longue lignée de chasseurs en meute, qui étaient maîtres de la coordination tactique complexe, ce qui leur permettait d'être à la fois des stratèges brillants et des assistants de recherche incroyablement productifs. Marcus dit « Keitoy », exprimant sa gratitude que les traducteurs universels aient trouvé comment transmettre le sarcasme d'une manière qui ne manque pas de respect aux mortels. Par hasard, le critère de variété nécessite la présence d'un être humain. Comme prévu, les 4 bras principaux de Ketroy continuaient à prendre des notes tandis que ses bras secondaires signalaient à 2 autres figures qui s'approchaient. Je me suis assuré que notre équipage soit bien équilibré. Zixandra, la première silhouette, était une aquarienne à la peau vert émeraude qui scintillait de l'humidité dont sa race avait besoin pour de longues périodes d'activité terrestre. Elle appartenait à une race d'ingénieurs dont les ancêtres avaient prospéré dans les fosses océaniques de leur planète natale, où ils avaient un talent naturel pour calculer la dynamique des flux, les systèmes de pression et la distribution des ressources. Leur passé évolutif consistant à échapper à des prédateurs plus féroces que futés explique probablement pourquoi ils avaient tendance à traiter chaque problème comme une question de vie ou de mort. Le deuxième personnage était Thorak, un cristallide dont la biologie était basée sur le silicium et qui avait l'apparence d'une montagne qu'on aurait persuadé d'aller à l'université.
Les membres de son espèce utilisaient des échelles de temps géologiques et définissaient un choix rapide comme celui pris en moins de 6 heures. Ils étaient complètement nuls pour négocier les dates de remise, mais leur honnêteté rafraîchissante en faisait d'excellents compagnons d'études. Ils ne pouvaient pas non plus mentir, exagérer ou faire de petites conversations. Alors que Marcus s'installait dans sa chaise, il acquiesça disant « Excellente composition d'équipe ». Il fit une pause pensant à sa propre contribution. « Nous avons des ingénieurs avec d'excellentes compétences en planification tactique et une précision mathématique. » Quelqu'un qui pose des questions embarrassantes, Thorak grondait avec l'autorité lente des plaques tectoniques dans la conversation. Et les schémas cognitifs humains montrent une imprévisibilité utile. En regardant autour d'eux, d'autres groupes se formaient avec l'efficacité froide des fusions dans le monde des affaires. Les Aterials s'étaient naturellement regroupés, créant un amas flottant qui communiquait par des impulsions électromagnétiques visibles uniquement à ceux qui avaient les bons capteurs. Certains nébulants avaient formé une petite poche atmosphérique où ils pouvaient se rencontrer dans leur état gazeux aux grandes dames des respirateurs d'oxygène à proximité. Marcus avait appris à ne pas trop fixer les réunions d'équipes apiriennes, car les motifs stroboscopiques pouvaient induire des hallucinations de déplacement temporel chez les espèces ayant une perception linéaire du temps. Le plus grand groupe était entièrement composé de zéphiriens, dont les formes cristallines créaient un spectacle de lumière, alors qu'ils partageaient des fréquences harmoniques à des vitesses qui faisaient émettre des parasites frustrés aux traducteurs universels. Zixandra se pencha en avant, ses grands yeux reflétant les flux de données, tandis qu'elle absorbait les spécifications techniques. Keith Roy a suggéré que nous commencions l'analyse, et elle a pointé ses divers membres qui se connectaient déjà au port de données autour de leur espace de travail désigné. L'écran tactique s'anima avec des schémas de la colonie des données démographiques de la population et des inventaires de ressources qui semblaient désespérément limités. L'infrastructure de la colonie semble être en bon état malgré la défaillance du dôme. L'essentiel est qu'il y ait une grande variété d'espèces avec des besoins nutritionnels différents. Les chiffres montrent qu'il n'y a pas assez de provisions pour satisfaire les besoins de tous. Thorak ajouta ses gros doigts et manipula habilement les modèles mathématiques pour s'assurer que tout était distribué de manière optimale. La meilleure façon de le faire est d'utiliser la méthodologie d'attribution des priorités. Alors que ses coéquipiers déterminaient la distribution calorique optimale et analysaient les besoins nutritionnels par espèce, Marcus se retrouvait obsédé par des détails qui leur semblaient insignifiants. Il commença à se demander qui étaient les personnes derrière les chiffres et demanda « Qu'en est-il de la répartition de la population ?» Les avant-bras de Kate Roy se figèrent dans leur manipulation de données, alors qu'ils s'enquéraient en faisant apparaître des graphiques démographiques que les autres avaient rejetés comme données secondaires. Les graphiques montraient la répartition par âge, l'état de santé et l'évaluation des besoins individuels. Persistait à prendre des notes indiquant que son esprit stratégique analysait une variable inattendue. Les méthodes conventionnelles d'allocation des ressources supposent des moyennes statistiques à travers différentes parties de la population. Mais regardez ceci. Marcus a mis en évidence des parties des données démographiques qui étaient auparavant placées dans les notes de bas de page et les annexes. Les protocoles d'urgence privilégient la probabilité maximale de survie. L'optimisation statistique nécessite de se concentrer sur les populations adultes en bonne santé. Vraiment. Les branchies de Zixandra frémirent légèrement, suggérant soit de la confusion, soit une légère détresse. Marcus récupéra le plan détaillé de la colonie et prit note des emplacements des installations que les algorithmes de ses coéquipiers avaient traités comme des centres de population génériques. Avec le débat glacial sur la dérive des continents, l'énorme tête de Thorax se tourna vers Marcus. Une explication supplémentaire était nécessaire. L'optimisation mathématique garantit les meilleures chances de survie possibles pour les adultes en allouant les ressources de manière efficace.
Bien sûr. Après que Marcus ait commencé à pointer diverses parties de la carte de la colonie, la salle des malades, l'établissement de soins pour personnes âgées, le centre pour enfants, avec 300 enfants de moins de 12 ans, le groupe est resté silencieux en traitant cette information dans leurs propres modèles mentaux. Bien que les instincts tactiques de Kethroy aient manifestement été engagés par le puzzle que Marcus avait introduit d'autres équipes, étaient absorbés par la modélisation mathématique. Attribuer des priorités aux individus ayant le plus grand besoin réduit les taux de survie statistiques globaux. Leurs espaces de travail étaient inondés d'algorithmes d'optimisation et de calculs d'efficacité qui aurait impressionné une intelligence artificielle. Le schéma de la logique humaine semble contre-intuitif. Mathématiquement, cela semble être vrai. Marcus s'enfonça dans sa chaise, regardant ses coéquipiers lutter pour comprendre l'idée. Mais que se passerait-il dans une colonie si 30% de ses membres meurent de faim, tandis que 70% ont une nutrition parfaite? Le teint de Zixandra devint légèrement plus foncé alors qu'elle réfléchissait aux conséquences. Torak a reconnu que son espèce avait évolué dans des environnements coopératifs et elle a exprimé ses plus profondes inquiétudes concernant le concept de sacrifier des membres du groupe pour l'optimisation statistique, le décrivant comme une menace pour la stabilité sociale, les émeutes de répartition des ressources et l'effondrement systémique. Alors que son esprit mathématique commençait à traiter les variables que l'optimisation seule n'avait pas prises en compte, il hocha la tête et récupéra des dossiers de colonies plus détaillés que la plupart des équipes n'auraient jamais imaginé consulter. De plus, il y a des considérations pratiques comme le fait que le service des malades abrite le seul spécialiste en xénobiologie de la colonie. Alors que Kethroy traitait cette évaluation tactique, ses 6 bras commencèrent à bouger selon des motifs complexes. L'évaluation était basée sur l'attribution de valeurs stratégiques en fonction des connaissances individuelles et de la signification génétique, plutôt que sur la simple probabilité de survie. Les anciens administrateurs de la colonie vivent dans la maison de retraite et savent où tout est stocké. Le centre pour enfants contient l'avenir génétique de 12 espèces différentes. Regardez les dossiers médicaux des 6 derniers mois, Marcus a pointé une autre zone de données qui avait été dissimulée dans les notes de bas de page administratives. Ce faisant, l'équipe s'est rassemblée autour du moniteur, et Marcus a dévoilé la complexité cachée que leur première étude avait manqué. Zixandra remarqua que l'œil de son ingénieur identifiait instantanément les implications. La colonie fonctionnait déjà avec une nutrition marginale avant la crise, et les indicateurs d'une crise qui se développait lentement, des schémas de carence en nutriments, étaient enfouis dans les rapports médicaux de routine. Les modèles statistiques avaient manqué ces signes. Selon Marcus, l'échec du dôme était plus qu'un simple revers pour la production alimentaire future. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour un système déjà en défaillance. Avec une grâce surprenante, les doigts massifs de Thorax glissèrent sur l'interface informatique. Selon les nouveaux calculs, les protocoles de distribution standard conduiront à une défaillance en cascade catastrophique dans 17 jours. L'équipe a été frappée comme un tsunami par cette révélation. Marcus a trouvé le problème fondamental avec les stratégies d'optimisation des modèles mathématiques des autres groupes qui étaient basés sur des hypothèses de population saine. Il résolvait le mauvais problème. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Kethroy, son esprit tactique commençant à passer en mode gestion de crise. Marcus sourit ses coéquipiers extraterrestres, reconnaissant son expression même s'il venait d'une espèce qu'il soupçonnait parfois d'être exceptionnellement intelligente. Nous arrêtons de penser comme des mathématiciens. Et alors qu'ils passaient à l'étape suivante de leur séance de brainstorming, Marcus guidait son équipe à travers ce qui semblait être un chaos ordonné, tandis que les autres équipes autour d'eux élaboraient de magnifiques algorithmes et des matrices d'optimisation parfaites. Les installations médicales ont reçu la plus haute priorité dans l'allocation initiale, mais au lieu de déterminer les besoins nutritionnels moyens,
Ils ont commencé à cartographier les exigences individuelles en fonction des groupes d'âge, des vulnérabilités spécifiques aux espèces et des dossiers médicaux. L'objectif n'était pas de maximiser les taux de survie statistiques, mais de concevoir des systèmes de distribution capables de maintenir la stabilité sociale sous un stress extrême. D'accord. Zixandra a ajouté: son parcours en ingénierie la rend naturellement attentive aux interdépendances des systèmes. Keith Roy a annoncé que ses protocoles de planification stratégique s'adaptaient à cette nouvelle approche avec une efficacité caractéristique. Garder du personnel médical en poste garantit une surveillance continue de la santé et une réponse aux crises. Le personnel de maintenance des infrastructures prend la priorité. L'existence de la colonie dépend de systèmes de survie efficaces. Torak resta silencieux pendant quelques minutes, tandis que son cerveau énorme analysait les conséquences de leur nouvelle stratégie. Sa voix avait l'assurance graduelle des processus géologiques lorsqu'il finit par parler. La stabilité sociale de la colonie, selon les calculs, nécessite de prendre soin des segments de la population qui ne contribuent pas à la production. Les connaissances institutionnelles nécessaires à la gestion des crises sont conservées dans les établissements de soins pour personnes âgées, tandis que les centres pour enfants représentent des investissements dans la survie à long terme. Marcus hocha la tête, savourant la satisfaction de voir des esprits brillants s'adapter à de nouveaux paradigmes. Et il y a aussi la psychologie de base. Leur bureau était devenu plus une salle de bataille qu'un exercice intellectuel, et une société qui ne prend pas soin de ses malades et de ses personnes âgées en temps de crise est déjà en train de faillir. Les adultes en bonne santé ne se battent pas pour protéger quelque chose en quoi ils ne croient pas. Ils avaient construit un réseau compliqué de systèmes interdépendants, de chaînes de priorité et de boucles de rétroaction pour tenir compte de facteurs qu'aucun algorithme n'avait été conçu pour prendre en compte. La stratégie de distribution exige une évaluation individuelle et non une moyenne statistique. Zixandra a averti que la mise en œuvre serait logistiquement intensive et Keith Roy a noté que son esprit tactique était clairement stimulé par la complexité du défi. Bien que sa perspective d'ingénieur travaillait déjà sur les défis pratiques, l'évaluation individuelle nécessite l'allocation de personnel et un investissement en temps que la distribution statistique évite. L'alternative, pensa Marcus, était la perfection mathématique qui ignore la réalité humaine et les solutions optimales qui ne fonctionnent pas. Pendant qu'ils travaillaient, d'autres équipes terminaient leurs algorithmes d'optimisation et le bureau bourdonnait des harmoniques joyeuses, des apyriens qui avaient atteint l'élégance mathématique du contentement cliquetant des Mantari, qui avaient résolu des énigmes tactiques et du grondement profond des cristallides, qui avaient calculé des solutions avec une précision géologique. En regardant le travail de son équipe, Marcus ressentit le mélange familier de fierté et d'anxiété. L'air était épais de la tension qui vient du fait d'être le seul dans la pièce à se demander s'ils sont même sur la bonne voie. Temps restant 47 minutes, annonça le professeur Vextra, sa voix cristalline, perçant le brouhaha de l'activité académique. Revue finale et préparation de la simulation, déclara Keith Roy ses nombreux membres, arrangeant leurs matériaux avec une précision militaire. Cependant, selon les soupçons de Marcus, c'était la seule stratégie qui avait une chance de réussir, malgré son caractère désordonné complexe et complètement irréaliste, selon les normes d'optimisation mathématique. Elle nécessitait une évaluation individuelle, une adaptation flexible et une surveillance constante. La silhouette cristalline du professeur Vexitara reflétait l'éclairage de l'amphithéâtre en motif qui exprimait à la fois l'autorité et une légère amusement comme si elle avait déjà vu ce type spécifique de confiance étudiante auparavant et savait comment cela se terminait généralement. Cette pompe et cette circonstance marquaient le début de la phase de présentation que l'Académie avait élevée au rang d'art.
Avec une voix harmonieuse qui résonnait sans effort à travers le cosmos, elle annonça que l'équipe Helix serait la première à présenter. Composée entièrement de zéphiriens, leur présentation était une masterclass en élégance mathématique, mettant en vedette des formes cristallines qui pulsaient en motifs synchronisés des données partagées par résonance harmonique et des modèles d'optimisation qui auraient pu enhardir même un ordinateur quantique. Leur stratégie d'allocation des ressources était tout aussi stupéfiante. Une distribution mathématiquement idéale, basée sur les besoins alimentaires uniques de chaque espèce, avec un apport calorique optimal pour différents sous-ensembles de population et des mesures d'efficacité qui, théoriquement, produisaient les taux de survie les plus élevés possibles. Avec une approche tactique qui impressionnerait un stratège militaire, l'équipe Nexus a suivi avec 6 Mantari travaillant en parfaite coordination. Ils avaient créé un système de distribution des ressources basé sur l'évaluation des priorités stratégiques, l'efficacité opérationnelle et la redondance tactique. Le professeur Vextara a applaudi et les observateurs Mantari ont cliqué avec admiration. Avec des chaînes logistiques méticuleuses, des plans de secours et des matrices d'évaluation des risques qui prenaient en compte toutes les variables possibles, leur présentation était aussi professionnelle qu'impitoyable dans sa précision tactique. En revanche, l'équipe Cascade a présenté une merveille d'ingénierie. Les 4 aquarans avaient abordé le problème comme un puzzle complexe de dynamique des fluides, construisant des réseaux de distribution qui canalisaient les ressources à travers la colonie, comme un système fluvial soigneusement planifié. Le professeur Vextara leur a donné des retours harmoniques positifs et leurs solutions qui étaient belles, efficaces et théoriquement solides comprenaient l'allocation basée sur la pression, l'optimisation du flux et des canaux de distribution adaptatifs qui pouvaient répondre mécaniquement aux conditions changeantes. Leurs présentations ont été bien accueillies par leurs collègues. Le professeur a annoncé que l'équipe de synthèse présenterait la solution finale. Alors que Marcus et ses coéquipiers prenaient leur place autour de lui, il ressentit le flottement habituel de l'anxiété académique. L'amphithéâtre était rempli d'êtres qui venaient d'assister à 3 démonstrations d'excellence intellectuelle et se demandaient probablement ce que les humains et leurs alliés disparates pourraient bien apporter à la discussion. Notre approche diffère des présentations précédentes, commença Ketroy. Les milieux académiques prospéraient grâce aux conflits intellectuels et la perspective de voir quelqu'un remettre en question des hypothèses établies ne manquerait pas de susciter l'intérêt. Sa formation tactique lui permettait de s'adresser au public avec une autorité assurée. L'analyse initiale a révélé des hypothèses fondamentales qui devaient être remises en question. L'attention de l'amphithéâtre s'est légèrement accrue. Zixandra continua ses ingénieurs allant droit au cœur du problème avec une précision chirurgicale. La présence imposante de Thorax attira l'attention lorsqu'il dévoila leur analyse démographique qui révéla des démographies complexes dans la colonie Nexus Prime nécessitant des évaluations individuelles. Sur la population totale, 37% nécessitaient une allocation nutritionnelle non standard. Parmi ceux-ci, les personnes âgées, les malades et les enfants constituaient une minorité statistique d'importance stratégique. Les autres équipes commençaient à paraître perplexes, et l'optimisation mathématique en particulier ne se souciait généralement pas des minorités statistiques, surtout celles qui constituaient des drains sur les ressources plutôt que des atouts pour la survie. Au fait, Marcus s'avança pour parler directement à l'audience et dit « L'analyse des dossiers médicaux de la colonie révèle des carences nutritionnelles préexistantes, indiquant un stress du système avant le début de la crise. » Il alluma ensuite les écrans de présentation et les données de l'équipe devinrent un réseau complexe. Les écrans affichaient des rapports médicaux, des analyses démographiques, des protocoles d'évaluation individuelle et des stratégies de distribution qui ressemblaient davantage à du travail social qu'à une allocation de ressources. Thorax annonça avec une certitude mathématique que les protocoles de distribution standard entraîneront une défaillance en cascade dans les 17 jours. En revanche, les écrans affichaient une réalité désordonnée et compliquée.
Nous privilégions l'évaluation des besoins individuels par rapport à l'optimisation statistique dans notre stratégie de distribution, ce qui conduit à des émeutes pour l'allocation des ressources, à la défaillance des infrastructures et à l'effondrement des colonies à mesure que la stabilité sociale se détériore. L'amphithéâtre était silencieux et même la forme cristalline du professeur Vexitara avait cessé son doux scintillement. Ses émanations harmoniques étaient à peine audibles. Alors que Zixandra activait leur protocole de mise en œuvre des réseaux de distribution qui ne correspondaient pas aux magnifiques modèles mathématiques de leurs concurrents, sont devenus apparents. L'allocation des ressources basée sur la nécessité médicale, la valeur stratégique et l'impact sur la stabilité sociale donnaient une certaine crédibilité à la défense apparemment inefficace de Kitroy. L'évaluation individuelle nécessite une complexité logistique et une allocation de personnel. Des points de distribution ont été mis en place dans les établissements pédiatriques pour personnes âgées et médicaux afin de garantir une allocation prioritaire. Les mathématiques n'optimisent pas la survie statistique maximale, avoua Marcus, alors que le poids du jugement académique s'abattait sur lui comme un brouillard. Mais elles optimisent la survie réelle, la survie de la colonie, la survie sociale, le genre de survie qui signifie quelque chose au-delà des simples statistiques. Alors que les étudiants se rassemblaient autour de l'amphithéâtre, la forme pulsante du professeur Vexatara signalait qu'elle réfléchissait à nouveau attentivement à la situation plutôt que de porter un jugement rapide. Le professeur a ensuite annoncé que la simulation de mise en œuvre allait commencer, et l'écran principal de l'amphithéâtre s'est animé, dévoilant un environnement de catastrophe virtuelle qui mettrait à l'épreuve la stratégie de chaque équipe pour l'allocation des ressources. Les simulations que l'Académie avait minutieusement développées pour modéliser des variables sociales, biologiques et logistiques complexes ont été exécutées en premier. Après avoir peuplé la colonie Nexus Prime avec 50 000 habitants virtuels, la simulation a commencé à appliquer les algorithmes d'optimisation Zaffiran à la distribution des ressources. La distribution des ressources aux points désignés était précise et mécanique. Les besoins nutritionnels étaient satisfaits selon des calculs spécifiques à l'espèce. Les mesures d'efficacité étaient dans la plage optimale pendant les premiers jours. La simulation s'est déroulée sans problème jusqu'au 6e jour lorsque les premières émeutes ont éclaté. Les algorithmes de modélisation sociale ont détecté la défaillance en cascade que les mathématiques pures avaient manqué. Il y a eu une rupture de l'ordre social lorsque les ressources ont été redistribuées aux adultes en bonne santé au détriment des malades et des personnes âgées, et les familles ont été poussées à des points de rupture émotionnelle et psychologique qu'aucun modèle n'aurait pu prédire. Au 10e jour, la colonie était tombée dans une anarchie totale, les habitants attaquant les centres de distribution de ressources par désespoir, les infrastructures s'effondrant en raison du personnel partant s'occuper des membres de leur famille malades et la structure sociale nécessaire à la mise en œuvre du système d'allocation s'effondrant complètement, rendant la perfection mathématique du système sans pertinence.